Depuis 2004, plus de 1 500 000 Burkinabés ont vu leur quotidien s'améliorer grâce à l'installation de 479 plateformes multifonctionnelles dans 9 des 13 régions du pays. 1700 autres plateformes seront installées d'ici 2015, ce qui devrait permettre aux femmes d'avoir un meilleur accès aux services sociaux de base. Les pays membres de l'UEMOA viennent de franchir la barre de 2 millions de touristes en 2011. Mais avec les potentialités de la sous-région, l'Union espère atteindre les 8 millions de visiteurs à l'horizon 2020. Sous les bâches, ce qu'il reste des déchets toxiques du navire Pro Koala. En 2006, la société Trafigura s'en débarrasse à Abidjan. Le résultat, des milliers de malades et un environnement contaminé. Dans le village de Djibi, ce propriétaire ne sait plus quoi faire de tous ces terrains. On nous dit qu'on ne peut pas faire de manioc ici. Et on n'a pas aussi l'argent pour pouvoir acheter du riz qui n'est pas empoisonné. Comment est-ce que nous allons faire pour pouvoir vivre? Chaque jour, les femmes de Djibi cuisinent l'atiéké, un des plats typiques de la Côte d'Ivoire, à base de manioc. Si on ne mange pas là, qu'est-ce qu'on va manger? La terre là, c'est pour on ne peut pas laisser, à cause de ça, on ne peut pas laisser la terre pour aller dans notre pays, pour aller planter manioc. C'est chez nous ici. Karim, lui, vit à Djibi depuis près de 30 ans. Bon, voilà, poulailler. Cet éleveur a vu 500 de ses poulets mourir quand les déchets ont été déversés. Depuis, il rajoute de la javel dans son eau, persuadé de la rendre ainsi moins toxique. Vraiment, ça donne malade. Même souvent, là, quand tu fais là, si tu n'as pas mis aux javel là, ça gratte. Quand tu as lavé fini là, au lait, ça a cessé là, ça gratte d'abord. L'État ivoirien et Trafigura se sont mis d'accord sur une indemnisation de 100 milliards de francs CFA, 152 millions d'euros. Très peu d'Ivoiriens en ont vu la couleur. À Djibi, il n'y a que ce bâtiment, un centre de santé promis par l'ancien gouvernement. C'est terminé, mais ce n'est pas fonctionnel. Donc on demande à ce que le gouvernement nous envoie le personnel pour pouvoir nous soigner. Sinon, on souffre. Puisqu'il n'y a pas de centre de santé à Djibi, Elisabeth vient régulièrement à l'hôpital de Cocody. Depuis 2006, tout son argent passe dans l'achat de ses médicaments. Bon, on dit si tu ne prends pas, tu vas mourir. Je suis obligée de prendre. Elle a une tension à 17,9. C'est une dame qui, juste après l'intoxication par les déchets toxiques, a présenté d'abord un épistaxis, un saignement du nez. Saignement du nez, elle a saigné abondamment. Et puis par la suite, elle a présenté une hypertension artérielle. Aboubakaré dirige l'association des victimes des déchets toxiques. Il tient un catalogue funèbre. Ce monsieur, voilà, il a marché dans les déchets. Ses pieds, ses mains, tout a été coupé. Il est décédé aujourd'hui, il est mort. On a des morts en sursis. Et étant donné que les déchets sont encore à Abidjan, tous les jours, il y a des nouveaux cas qui sont attestés par nos médecins bénévoles qui travaillent au quotidien pour aider ces victimes-là. Le gouvernement n'a pas souhaité répondre à nos questions sur ce dossier brûlant. Les habitants espèrent que le ministre de l'Environnement tiendra sa promesse de reprendre rapidement la dépollution du site. À Cointou, village situé à une vingtaine de kilomètres au nord de Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso, la journée normale d'une femme commence à l'aube et se termine bien après la tombée de la nuit. Ici, comme dans beaucoup de zones rurales en Afrique, les femmes doivent préparer les repas, s'occuper des enfants et mener d'autres activités au profit de leur famille. Ces corvées qui requièrent plus de temps et d'énergie relèvent depuis peu du souvenir, suite à l'installation en février 2010 d'une plateforme multifonctionnelle. Cette machine composée de moteurs diesel a substitué à la force physique des femmes pour broyer, moudre et décortiquer les céréales au profit des 2500 habitants du village. La plateforme a changé beaucoup de choses dans nos vies. Avant, pour obtenir de la farine, c'était toute une corvée. Il fallait passer beaucoup de temps à piler. Maintenant, c'est devenu plus facile avec la plateforme multifonctionnelle. Toute l'énergie et tout le temps que l'on perdait, c'est maintenant du passé.
En tout cas, aujourd'hui, en ce qui concerne le commerce, en fait, on n'a fait que suivre à la lettre ce qu'on nous a appris et nous avons eu des retombées. La plateforme multifonctionnelle assure également l'éclairage du local qui abrite et rend d'autres services, notamment la charge des batteries, d'accumulateurs et de téléphones portables. L'installation de cette plateforme a permis de réduire la pénibilité des tâches ménagères des femmes qui disposent désormais de temps pour s'adonner aux activités génératrices de revenus. On arrive à faire des économies. Par exemple, si j'achète des mangues à 2000 francs CFA, je peux les revendre à 100 francs CFA le bol et gagner 2500 francs. Et je garde les 500 francs de côté comme bénéfice. La plateforme multifonctionnelle de Kouentou fait partie des acquis de la première phase du programme national Plateforme multifonctionnelle pour la lutte contre la pauvreté, initié par le gouvernement burkinabé avec l'appui du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Ce programme, dont le but est d'offrir aux communautés rurales des services énergétiques fiables et à un coût raisonnable, est un élément clé du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté du Burkina Faso. Depuis la mise en route en 2004 des plateformes multifonctionnelles, plus d'1 million de Burkinabés vivant en milieu rural ont vu leur sort s'améliorer avec l'installation de 479 entreprises de cette nature dans 9 des 13 régions du pays. Ces entreprises ont permis d'engranger des recettes s'élevant à plus de 343 millions de francs CFA pour une marge bénéficiaire de 126 millions de francs CFA et quelques 3000 emplois créés. Pendant la saison pluvieuse, quand on revient des champs comme ça, bon, on peut même finir de préparer souvent à 23 heures, souvent plus que ça. Mais maintenant, on arrive à préparer tôt. Donc, vraiment, ça a beaucoup changé. Et avant la plateforme, on allait souvent à 7 ou à 12 km pour écraser parce qu'on n'avait pas de machine. C'est un programme très réussi de lutte contre la pauvreté. Et vous savez que ça s'adresse essentiellement au monde rural féminin. C'est la frange la plus vulnérable de la population. Et donc, vous avez constaté la sortie, leur engouement et leur enthousiasme. Vous voyez les produits qu'ils font. C'est un programme assez réussi et ça s'intègre harmonieusement dans la stratégie de croissance accélérée et de développement durable que le gouvernement a lancé et qu'on essaie de mettre en œuvre. Il est prévu d'installer au Burkina Faso pas moins de 1700 plateformes à l'horizon 2015, en bilan de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. 320 d'entre elles seront couplées à un mini-réseau d'eau et d'électricité à l'image de celle de Ségédin, un village d'environ 3000 habitants situé dans la région du centre-ouest du Burkina Faso, ce qui devrait permettre un meilleur accès aux services sociaux de base. Ce qui est important pour moi, c'est vraiment le problème d'eau au niveau du village. Sans eau, on ne peut rien faire. Par manque d'eau, les jeunes sont obligés de migrer. Le village ne compte qu'un seul puits. Nous avons un besoin crucial en eau. Il nous faut du soutien à ce niveau. Le programme national Plateforme multifonctionnelle du Burkina Faso s'inscrit dans une dynamique sous-régionale coordonnée par le PNUD à travers son programme régional Énergie-Pauvreté. Ce programme bénéficie également de l'appui de plusieurs partenaires techniques et financiers, parmi lesquels la Fondation Bill et Melinda Gates. C'est franchement impressionnant de voir comment ils transformaient leurs produits auparavant. Aujourd'hui, ils disposent de temps et de l'énergie nécessaire pour s'adonner à d'autres activités qui peuvent les aider à augmenter leurs revenus et dans certains cas, ils font du maraîchage qui contribue à améliorer l'alimentation dans la communauté. Les leçons qui ont été tirées de l'expérience, c'est que certes, la technologie elle est importante et nous continuons à faire les efforts de ce point de vue-là, mais le plus important, c'est l'appropriation au niveau national. Mais c'est également la création de capacités au niveau des communautés pour pouvoir porter ces unités-là, pour pouvoir les exploiter par elles-mêmes. Mais surtout de pouvoir élargir en tout cas le champ d'intervention des acteurs, donner une place à chacun, notamment, comme vous le savez, le secteur privé local a une place privilégiée au niveau de la démarche plateforme multifonctionnelle et c'est cela qui est vraiment le gage du succès que nous connaissons aujourd'hui.
Après une dizaine d'années d'expérience de la plateforme multifonctionnelle dans les pays ouest africains, des études de capitalisation ont été lancées sur la base des programmes développés au Mali, au Burkina Faso et au Sénégal. Les acteurs concernés se sont récemment retrouvés à Bobo-Dioulasso autour d'un atelier de restitution et de validation des études portant sur le potentiel futur des programmes de plateforme multifonctionnelle. L'objectif étant de s'inspirer des meilleures pratiques afin que les différents programmes nationaux puissent continuer à changer durablement les conditions de vie des populations rurales. C'est l'histoire d'une métamorphose. Il n'est pas si loin le temps où le centre de Johannesburg était considéré comme un coupe-gorge rempli de gangs et de squatteurs. Mais aujourd'hui, c'est devenu un endroit à la mode. On ne compte plus les chantiers de réhabilitation. Et les habitants reviennent peu à peu. J'ai grandi dans la banlieue ouest. J'ai toujours voulu habiter au centre-ville. J'étais très intéressé par ce qui s'y passait, la façon dont il changeait, se transformait. Ce changement radical, c'est le fruit d'une politique volontariste. Les pouvoirs publics n'ont pas lésiné sur les moyens. Les investisseurs privés ont suivi, comme AFHCO. Cette entreprise a rénové 550 000 appartements, avec pour but de loger les classes populaires et les classes moyennes. Mais les plus aisés commencent eux aussi à s'y intéresser. Ils commencent tout doucement à revenir au centre-ville, en particulier à la périphérie. On a des quartiers qui deviennent très à la mode. On voit se créer des pubs traditionnels et des clubs de jazz. Exemple de ces quartiers branchés, le Maboneng. Avec sa galerie d'art, son cinéma d'art et d'essai, c'est devenu un haut lieu artistique. On s'y presse, même la nuit, impensable il y a encore quelques années. Comme le centre devient de plus en plus fréquenté et qu'il y a de plus en plus d'activités économiques, il y a davantage de monde dans les rues et de vigilance. On se sent plus en sécurité. Petite révolution, des guides proposent des balades à pied au centre-ville. Leur clientèle, des touristes, mais aussi des jeunes sud-africains issus des banlieues aisées qui n'avaient jamais osé s'aventurer ici. L'île de Gorée est située à seulement 4 km au large de Dakar, à 20 minutes par la chaloupe. Sur cette île historique, la maison des esclaves édifiée en 1776 est l'une des attractions. Chaque jour, ce sont presque 500 touristes qui se pressent à l'entrée de cette maison. Mais ce nombre serait en baisse depuis quelques années. Au niveau de la maison des esclaves, tout comme au niveau de l'île de Gorée, la baisse elle est sensible et très sensible. Je pense qu'il faut mettre cela sur le compte de plusieurs facteurs qui ont impacté sur évidemment les arrivées de touristes. D'abord, il y a eu la disparition sans doute de Air Afrique, parce que pour ce qui est du marché, surtout le marché américain, africain-américain, eh bien la baisse totale a été constatée après la disparition d'Air Afrique, également après la disparition du bureau du tourisme du Sénégal à New York, consécutivement évidemment à la baisse drastique au niveau évidemment des dépenses de l'État. Ça également, je crois que c'est ce qui a été déterminant, parce que dans le domaine du tourisme, il faut être présent là, au moment où il faut. Et quand on s'absente une année ou 2 années, il faut au moins une dizaine d'années pour rattraper cela. Je crois que ce sont les explications de cette disparition. Maintenant, il y a également l'environnement économique. Et pourtant, au niveau mondial, le secteur est en pleine progression. En 2011, les arrivées de touristes internationaux ont augmenté de 4%, pour atteindre les 980 millions. L'Organisation mondiale du tourisme annonce pour 2012 une nouvelle hausse des arrivées comprise entre 3 et 4%. L'Afrique de l'Ouest n'affiche pas la même embellie. Même si les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont franchi la barre de 2 millions de touristes en 2011, les arrivées sont encore timides. En 2008, l'espace UEMOA n'avait accueilli que 1 600 000 touristes sur les 46 millions d'arrivées sur le continent africain. Plusieurs facteurs sont souvent cités pour justifier cette faible affluence.
Il y a d'abord la faiblesse de la promotion de la destination au niveau des marchés émetteurs. Il y a ensuite que le tourisme intracommunautaire est très peu développé avec un faible investissement dans le secteur. Il y a également que les infrastructures sont encore loin de satisfaire la demande. Mais les situations d'instabilité sociopolitique et de conflits armés demeurent le plus grand frein au développement du tourisme dans la sous-région. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais nous ne sommes pas la seule région où il y a des problèmes. Il y a des problèmes de sécurité un peu partout, mais ce que nous déplorons, c'est souvent le déséquilibre dans le traitement de l'information sur ces problèmes qui arrivent à nos destinations. Et nous n'avons pas toujours, les États membres, les acteurs n'ont pas toujours les ressources, les moyens nécessaires pour rectifier, pour corriger, pour apporter la réplique à des informations qui sont souvent distillées à dessein, donc pour nuire un peu, pour décourager les flux touristiques vers notre destination. Donc il convient d'avoir une communication réactive qui permette de pouvoir apporter une réponse adaptée lorsqu'il y a des situations qui se présentent, de façon à rassurer les touristes, à rassurer les réseaux de distribution, donc notamment les voyagistes qui sont prompts à annuler leurs réservations chaque fois qu'il y a un petit événement qui se produit dans une destination de l'Union. Les contraintes sont nombreuses et en fonction des pays également diffèrent. Mais nous avons quand même des contraintes en commun. Souvent la question de la sécurité est évoquée, donc la question des moyens de visibilité sont évoqués, la question de l'accessibilité des sites sont évoqués, le niveau de cherté, en tout cas supposé ou réel de la destination également est parfois évoqué. Donc un certain nombre de contraintes, mais pour lesquelles nous avons essayé, à travers la stratégie, de trouver des actions pour justement pallier ces contraintes identifiées pour nous permettre en tout cas de développer ce secteur. Donc nous allons à la fois appuyer sur nos atouts pour nous développer, mais également essayer de résoudre les contraintes identifiées par les stratégies appropriées pour nous permettre véritablement de connaître cet envol. Et pourtant, le secteur affiche une contribution non négligeable dans l'économie des États membres de l'UEMOA. Les recettes touristiques de l'Union étaient évaluées à 475 milliards de francs CFA avec un nombre total d'emplois estimé à 255 000 dans le secteur. Une rentrée financière importante que les États comptent désormais renforcer. Du coup, le tourisme est de plus en plus perçu comme un pilier majeur de la croissance, un facteur d'intégration et un moyen de lutte efficace contre la pauvreté. Il ouvre d'importants débouchés aux entreprises des autres secteurs de l'économie sous-régionale. Les retombées sont particulièrement fortes pour la culture, l'artisanat, les transports et même l'agriculture. Nous voulons dépasser les visions un peu cloisonnées du fait touristique. Aujourd'hui, il y a des grandes tendances qui s'opèrent au niveau international et les déplacements, lorsque les touristes se déplacent, ils veulent à l'occasion de leur visite découvrir plusieurs pays. Donc nous avons une initiative originale que nous conduisons au niveau de la commission de l'UEMOA